Et je salue les invités qui nous ont rejoints. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous, députée européenne La France Insoumise. Virginie Martin, bonsoir. Virginie, politologue, professeure à Catch Business School. Et Bruno Jeudi, bonsoir Bruno. Bonsoir Céline. Directeur délégué de la Tribune Dimanche. Manon Aubry, on va voir la réaction aux propos de Jean-Luc Mélenchon, réaction d'Éric Berton, c'est le président d'Aix-Marseille Université, plus grande fac de France, qui nous dit ce sont des propos dangereux qui risquent d'importer ce conflit au sein de nos campus. Est-ce qu'appeler à mettre des drapeaux palestiniens et libanais dans les universités, c'est favoriser une importation du conflit sur notre territoire? Écoutez, c'était une réaction à la circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur que vous évoquiez, qui vise à interdire toute expression dans les universités en soutien au peuple palestinien et toute mobilisation finalement face au massacre qui est en train d'être commis à l'heure actuelle dans la bande de Gaza. En plus, dans le communiqué, il y a un parallèle qui est fait avec la laïcité qui me semble complètement hasardeux, et le mot est faible, comme si finalement se mobiliser face au massacre dans la bande de Gaza était une question de laïcité, alors que pour moi c'est une question d'humanité la plus élémentaire. Et je crois que non seulement Patrick Hetzel, le ministre de l'Enseignement supérieur, aurait bien mieux à faire à s'occuper dans les universités qui ne vont pas très bien. On a un étudiant sur deux dans les facs. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas mieux à faire que de ne pas appeler à mettre des drapeaux palestiniens dans les facs quand les directeurs de fac nous disent les facultés doivent être des refuges, par exemple? Les facultés sont des lieux de débat et ont toujours été des lieux de débat. On a tous été étudiants dans des facultés où on débattait de tout, on se mobilisait sur tout. Et je vais même vous dire que moi, je suis fière que la jeunesse de notre pays ne reste pas les yeux fermés face au massacre qui est en train d'être commis dans la bande de Gaza, aux plus de 40 000 morts sous les bombes israéliennes, qui se mobilisent aussi face à l'exportation de ce conflit au Liban et à la masse de civils qui se retrouvent frappés par la folie de Benjamin Netanyahou, qui veut manifestement dissimer tout un peuple. Et je le redis, je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur a bien mieux à faire dans nos universités, s'occuper par exemple de la précarité étudiante. On a un étudiant sur deux dans notre pays qui saute des repas à cause de la précarité, à cause de fins de mois extrêmement difficiles. On a des universités publiques qui partent en lambeaux et qui vont subir les frais de l'austérité que l'on abordera juste après. Je pense que ça devrait être la priorité du ministre de l'Enseignement supérieur. Ce risque d'importation du conflit, Thierry, n'existe pas qu'en France. Non. On l'a vu hier. Non, bien sûr, il existe dans plusieurs pays et c'est vrai que l'inquiétude est partout s'agissant de possibles attentats. Bien sûr, les campus sont mobilisés, on l'a vu ces derniers mois de manière assez spectaculaire aux États-Unis, par exemple. C'est vrai aussi en Allemagne et dans d'autres pays. Et c'est effectivement, ça nourrit, on le voit bien, pour les pouvoirs publics, un certain nombre d'inquiétudes. Manon Aubry, vous avez évoqué le sort des Palestiniens. Quand Emmanuel Macron dit il faut arrêter de livrer des armes à Israël pour mener des combats à Gaza, est-ce que vous saluez cette prise de position du chef de l'État? Oui, je la salue. Je regrette évidemment qu'elle soit tardive. Il aura fallu quand même plus de 40 000 morts dans la bande de Gaza pour que le président de la République, enfin, appelle à utiliser un des leviers d'action que la France et l'Union européenne ont dans leurs mains, c'est-à-dire cesser d'alimenter ce conflit en envoyant des armes qui vont être ensuite utilisées par le régime de Benjamin Netanyahou pour abattre des civils. Je me félicite qu'enfin il arrive à la raison. J'espère qu'il ne va pas revenir en arrière quelques jours ou quelques heures plus tard. J'ai vu la réaction de Benjamin Netanyahou qui doit, je crois, nous interroger. Je pense même que le président de la République et la France devraient appeler l'ambassadeur d'Israël pour avoir un dialogue. Parce que l'objectif, c'est quoi? Alors, Netanyahou a dit « honte à vous » et Thierry, finalement, ce soir, il y a eu une réaction de l'Élysée pour tenter de clarifier les choses. Oui, consistant à dénoncer la nature excessive des propos de Benjamin Netanyahou, à rappeler l'amitié indéfectible entre la France et Israël, rappeler aussi que ce ne sont pas seulement des paroles, mais également des actes. Par exemple, lorsque l'Iran a lancé des drones et des missiles vers Israël, des moyens militaires français ont été mobilisés. Rappeler aussi qu'il y a des 700 soldats français qui sont déployés aujourd'hui dans le cadre de la FINUL. Rappeler enfin que la France a fait passer également un certain nombre de messages
à l'endroit de Téhéran pour expliquer que la France serait toujours aux côtés d'Israël et l'aiderait à se défendre dans l'hypothèse où Israël serait de nouveau attaqué par l'Iran. Donc il y a eu la volonté de remettre les choses au point de ce point de vue et au fond de mettre en évidence ce qui est important aux yeux de l'Élysée, c'est-à-dire la distinction entre Israël, les relations franco-israéliennes d'un côté et le fait de soutenir ou pas la politique et les méthodes de Benjamin Netanyahou. Et c'est ça que l'Élysée a souhaité distinguer ce soir. On peut être l'ami d'Israël, on peut dire qu'on défendra Israël, on peut dire qu'on défendra Israël notamment vis-à-vis de l'Iran, sans pour autant soutenir la politique et les méthodes du Premier ministre israélien. Je crois que ce qui m'interroge quand même, c'est la cohérence de la politique actuelle du président de la République. Qu'il appelle à cesser l'envoi d'armes, c'est évidemment bienvenu, plus que jamais nécessaire, mais j'ai envie de dire qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de la démarche. Il faut dans ce cas-là qu'il prenne des initiatives diplomatiques pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais aussi au vu de l'offensive désormais au Liban. Il demande la suspension. Il lance des appels au cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Le président de la République, c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière. Il peut demander par exemple la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël que nous demandons depuis des mois déjà au niveau européen. Il peut le reconnaître, l'État de Palestine, qui aura une puissance diplomatique forte. C'est le cas de nombreux États au sein de l'Union européenne. L'Espagne, la Slovénie ont reconnu l'État de Palestine ces derniers mois. Et je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit « c'est pas le bon moment ». Mais quand est-ce que ce sera le bon moment? Quand il y aura plus de Palestiniens parce qu'ils auront tous été exterminé par un gouvernement qui manifestement ne voit jamais le bout. Aujourd'hui, c'est quoi l'étape d'après dans l'horreur qui est en train de se dérouler dans la bande de Gaza, où des familles, des femmes, des enfants qui n'ont rien à voir avec tout acte terroriste qui a pu être commis par le Hamas, ils ont quel rapport avec ces actes-là? Et aujourd'hui, quand vous voyez les images de la bande de Gaza, elles sont glaçantes. Il n'y a plus rien, plus d'immeubles, plus d'hôpital, plus de ces images, on va les regarder. On en a parlé tout à l'heure, on était avec Médecins sans frontières. On va les regarder, Virginie. Lundi, ce sera les 1 an de cette attaque contre Israël. Je voulais qu'on revienne à ce qu'on disait tout à l'heure, à Jean-Luc Mélenchon qui appelle au lendemain du 7 octobre à sortir des drapeaux palestiniens dans les universités. Est-ce que ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu? Je trouve que le symbole est extrêmement violent, évidemment. Maintenant, concernant aussi la question et ce terme de laïcité qu'a employé le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pourquoi il a parlé de laïcité? C'est parce qu'on sait très bien qu'il y a eu au sein de ce type de manifestation des propos régulièrement antisémites. C'est pour ça qu'il parle de laïcité. Il ne parle pas comme ça par hasard. Il n'y a pas, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, que de la géopolitique ou que de l'humanisme. Il y a aussi évidemment de la politique pure et dure. Et donc effectivement, il y a quand même aussi cette question de l'antisémitisme, antisémitisme ordinaire. Et ça, c'est quand même important de le souligner parce que nous, sociologues, politologues, on s'est beaucoup battus pour faire reconnaître la notion d'ordinaire. Le sexisme ordinaire, qui ne va pas jusqu'à la plainte. Le racisme ordinaire, qui ne va pas devant les juges. Eh bien oui, l'antisémitisme peut être aussi ordinaire. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière antisémitisme ordinaire? Antisémitisme ordinaire, ça peut être, si vous voulez, ce qu'on appelle aussi les sifflets à chiens. On les entend pas, mais on entend. Par exemple, Benjamin Haddad, ministre chargé des Affaires européennes, qui serait pro-israélien, sous-entendu. Bon, voilà, vous voyez, on comprend ce qu'on appelle donc le dog whistle, les sifflets à chiens qu'on entend quand on comprend bien de quoi on parle. La grande finance qui tient le monde, et dont Israël et les États-Unis, etc., etc. Donc il y a tous ces mots, en fait, depuis 1 an, qui vraiment parsèment les discours et les inconscients collectifs, et ça c'est quand même très problématique. Maintenant, évidemment qu'il y a une question par ailleurs humanitaire, il y a des questions géopolitiques, c'est évident, mais c'est pas parce qu'il y a des questions humanitaires et géopolitiques qu'il n'y a pas de question autour de la question de la survie d'Israël d'une part, bien sûr de la politique de Netanyahou qui est très particulière, là-dessus nous sommes 1000 fois d'accord, mais aussi de laïcité. C'est pour ça que je pense que le terme du ministre n'est pas complètement à côté de la plaque, loin de là selon moi. Maintenant, évidemment, les politiques, les uns et les autres vont se faire un malin plaisir de dire qu'il
il a raison ou il a tort, mais ça c'est chacun le jeu politique. Manon Aubry. C'est pas un malin plaisir, si je peux me permettre, parce que l'amalgame qui est censé être fait entre une mobilisation pour défendre le peuple palestinien qui, quelles que soient vos opinions politiques aujourd'hui, devrait vous toucher au vu de l'horreur qu'ils sont en train de vivre au quotidien. Je ne sais pas si on mesure bien, puisqu'on vit en temps de paix, et fort heureusement en France, mais vivre au quotidien sous les bombes, des camps de réfugiés qui sont pris pour cible, avoir plus d'hôpitaux, avoir peur pour votre vie au quotidien, et le fait de dénoncer ça, d'être immédiatement associé à de l'antisémitisme, c'est une folie. C'est ça précisément qui nourrit les tensions. Ça veut dire que Emmanuel Macron, qui a appelé un embargo sur l'envoi d'armes, lui aussi il est antisémite. Vous voyez à quel point ça emmène le débat très loin. Et je veux m'inscrire en faux, parce que dire aujourd'hui que se mobiliser pour le peuple palestinien, c'est un enjeu de laïcité, ça veut dire quoi derrière? Le sous-entendu qui est dit, c'est que la seule raison pour laquelle vous seriez sensible à ce qu'il se passe dans la bande de Gaza, c'est parce que vous êtes un musulman et que vous vous sentez attaqué en tant que musulman. Alors je pense que pas la question, tous les Françaises et les Français... Je termine juste là-dessus et promis, je vous laisse répondre. Dans ces foyers, il y a eu néanmoins des paroles antisémites. C'est simplement là-dessus que je revenais sur la parole du ministre. Chaque parole antisémite est à condamner. Et je vais vous dire, au vu de la condamnez résurgence... aussi les actes antisémites qui ont explosé en France depuis le 7 octobre. Et précisément, au vu de la résurgence des actes antisémites dans notre pays, qui est un sujet suffisamment sérieux, il y a suffisamment d'antisémites dans notre pays pour ne pas en inventer et pour ne pas amalgamer l'ensemble des gens qui se mobilisent, qui sont sensibles à ce qu'il se passe dans la bande de Gaza, pour leur dire « vous êtes des antisémites ». Parce que précisément, pour moi, il y a même un présupposé raciste à penser que la seule raison pour laquelle on se mobilise pour ce qu'il se passe dans la bande de Gaza est parce qu'on serait musulman. Ça veut dire que seuls les musulmans de notre pays seraient sensibles à ça, et je réfute tout le logiciel qu'il y a derrière, et je pense qu'on devrait tous être unis derrière un mot d'ordre qui est la défense de notre humanité la plus élémentaire, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos croyances. Ce sont des civils, des hommes, des enfants, ça pourrait être nos amis, notre famille, qui est en train de massacrer, et on va rester les yeux fermés là, en se disant attention, on risque d'avoir une parole antisémite si on défend des humains. Mais moi je défends les juifs d'Israël comme les musulmans de la bande de Gaza, et je défends surtout des êtres humains quelle que soit leur religion, parce que en Israël il y a aussi des arabes musulmans, dans la bande de Gaza il y a aussi des gens qui ne sont pas musulmans, et ce qu'on doit défendre c'est juste cette humanité la plus élémentaire. Il faut prendre le premier acte du président de la République comme un premier signe qui nous donne enfin raison, mais il faut aller plus loin pour faire en sorte de cesser cette boucherie qui doit tous nous réveiller. Après la crise internationale, on va passer maintenant à la crise économique avec Bruno Jeudi. Merci Thierry Arnaud de nous avoir accompagnés sur ce plateau. La politique donc, avec le projet de budget 2025 qui sera présenté en Conseil des ministres jeudi prochain à l'Assemblée nationale dans 2 semaines, dans un contexte où il faut trouver 60 milliards d'euros d'économies. Ça fera forcément des mécontents. On va répondre à toutes vos questions. Est-ce que les retraites vont être touchées? Est-ce qu'on va couper beaucoup dans le nombre de fonctionnaires? Et vous pouvez d'ailleurs nous poser vos questions en scannant le QR code qui va s'afficher sur votre écran. Nos invités vous répondront. Bonsoir Bruno Jeudi, merci de nous avoir rejoints. Vous avez interviewé aujourd'hui Michel Barnier. D'abord, vous l'avez trouvé comment? Oui, je l'ai rencontré ce matin pour la Tribune dimanche. J'étais assez étonné parce que c'est vrai qu'il a passé une semaine très importante, la déclaration de politique générale, il a déclenché critiques jusque dans son camp. On a entendu Gérald Darmanin, on a entendu Laurent Wauquiez hier sur les retraites, Gérald Darmanin sur les impôts. Donc il est contesté en partie, et je l'ai trouvé plutôt tranquille. Il avait même un côté force tranquille. Il a employé l'expression. Il l'a dit lui-même. Il est assez, il connaît les classiques. Il sait. En tous les cas, c'était assez, assez pas sûr de lui, mais convaincu que le cap était fixé, qu'il fallait pas dévier maintenant. Et que le cap, c'est la réduction, que vous l'avez dit, c'est 60 milliards d'économies. Fixé entre les dépenses et les recettes fiscales. Il n'en déviera pas. En revanche, c'est ça sans doute qui est un peu surprenant, c'est-à-dire que il sait que c'est difficile, mais il est convaincu qu'avec ce Parlement tel qu'il existe, il y a une possibilité de co-construction du budget, c'est le mot qu'il emploie, co-construire le budget. Il est convaincu que ça peut fonctionner, et il est ouvert à toutes les discussions. Il dit « j'ai dû faire ce budget en 15 jours ».
il sera largement amendé par les parlementaires et donc il renvoie beaucoup de choses justement au débat parlementaire, quitte à entretenir un peu de flou encore jusqu'à la présentation d'abord du budget, vous l'avez dit, en milieu de semaine. Encore quelques épreuves difficiles à passer. Il a aussi une motion de censure, ça l'inquiète un peu moins. Un petit peu. Mais bon, il renvoie les choses, j'allais dire, en se disant, de toute façon, ok, moi je veux bien. Sur les retraites, par exemple, il donne un exemple. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est que effectivement, on va parler de deux sujets qui intéressent les Français, les retraites et d'abord les fonctionnaires. Sur les fonctionnaires, il a dit, voilà, on va fusionner les services publics et puis j'envisage de ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Est-ce qu'il vous a donné un ordre d'idée du nombre de fonctionnaires qui veut réduire? Est-ce qu'en gros, il y aura un coup de rabot sur les fonctionnaires? Alors, il dit plusieurs choses. D'abord, il dit une chose, c'est qu'il ne veut pas de coup de rabot. Il fait pas sienne, il reprend pas à son compte la formulation de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Pour autant, il ne donne pas un chiffre précis. Alors, sans doute le garde-t-il, puisque le chiffre, le nombre de fonctionnaires est inscrit dans le projet de budget qui est transmis au commissariat à la fonction publique et aux différentes institutions qui doivent avoir ce document. Il ne donne pas le chiffre, mais il refuse. Je lui ai demandé si, par exemple, il fallait, s'il reprenait à son compte la Cour des comptes qui dit qu'il y a 100 000 fonctionnaires en trop, notamment dans qui ont été employés, notamment dans la fonction publique territoriale, et il refuse. Il dit non, je ne vais pas mettre un coup de rabot. Donc il renvoie la discussion à chaque directeur d'administration centrale avec qui il veut passer un contrat d'efficacité. Oui. Manon Aubry, votre réaction à ce que nous dit Michel Barnier sur justement la réduction du nombre de fonctionnaires? Pas de coup de rabot, dit-il. Je crois qu'on a quand même, pour bien mesurer ce qui est en train de se passer, face à nous, certainement la pire cure d'austérité que nous n'avons jamais connue dans notre pays, dans l'histoire de la Ve République. 60 milliards d'euros d'économies qu'a annoncé Michel Barnier. Je veux bien, Bruno Jeudi, qu'il ne parle pas de coup de rabot. Mais 60 milliards d'euros en moins par an, c'est pas un coup de rabot. Alors là, on parlait du coup de rabot sur les fonctionnaires, pas sur l'ensemble. Tout va y passer. Tout va y passer. Pour faire 40 milliards d'euros d'économies, puisque c'est 40 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques et 20 milliards d'euros de nouvelles recettes, on y viendra parce que j'ai pris toutes les annonces et je suis pas trop mauvaise en maths, je crois, et en faisant tous les calculs, j'arrive pas aux 40 milliards de baisse des dépenses et aux 20 milliards d'augmentation des recettes. Donc on manque de clarté quand même là-dessus, et je crois qu'on mesure pas encore l'impact complet, parce que vous parliez à l'instant des fonctionnaires. Il a dit d'ailleurs dans son discours de politique générale qu'il envisageait de faire revenir des retraités pour travailler à l'hôpital public, etc. N'importe qui, ces dernières semaines ou ces derniers mois, qui a eu malheureusement l'expérience d'aller aux urgences dans un hôpital public en France, sait à quel point nos hôpitaux publics sont dans la difficulté. Je pense aux parents qui nous regardent ce soir et qui savent très bien que leurs enfants, ils sont dans des classes surchargées. Il n'y a pas une école de ce pays qui n'a pas au moins un professeur non remplacé. Donc ça, c'est pour les fonctionnaires. Mais vous dites quoi? Il ne faut pas toucher aux fonctionnaires, du coup, vous dites? Moi, je pense ou est-ce qu'il y a quand même des économies à faire? Je pense que nos services publics vont vraiment très mal. Et que couper aujourd'hui dans nos services publics, nous allons le payer extrêmement cher dans les années et les décennies qui viennent. Et que c'est faire un très mauvais calcul. Et que ce gouvernement, on voit, alors je leur rends quelque chose, c'est qu'ils payent aussi la mauvaise gestion économique de ces dernières années. Vous savez, les macronistes qui s'étaient présentés comme des Mozart de la finance, à mon sens, ont été plutôt des tocards de l'économie, parce que en réalité, les 60 milliards d'euros qu'on cherche, c'est précisément les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches et aux entreprises multinationales ces dernières années. Et plutôt que, et je veux vraiment solennellement lancer l'alerte ici sur votre plateau, plutôt que d'aller chercher du côté des retraités, où ils parlent d'un gel des pensions de retraite, plutôt que d'aller chercher sur nos factures d'électricité, ce qu'il est question aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais d'une augmentation de la taxe sur nos factures d'électricité, plutôt que de faire payer les Françaises et les Français. Pourquoi on ne mettrait pas à contribution bien davantage ceux qui se sont enrichis de manière
extrêmement démesuré ces dernières années. Je pense aux très très grandes entreprises multinationales qui, par ailleurs, pratiquent... Alors là, c'est ce qu'il fait. Il a ciblé les 300 plus grosses entreprises. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je lui reconnais quelque chose. Pour vous, mais je lui reconnais quelque chose. Vous savez, le fait. Bah oui, moi, avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et de redistribution des richesses. Et je dois reconnaître quelque chose, c'est qu'on est en train de gagner cette bataille culturelle. Et quand je vois d'un côté Gérald Darmanin s'agiter en disant « je voterai pas le budget parce qu'il y a une hausse des impôts » et qu'ils se prennent une leçon de Michel Barnier qui est à droite. Augmenter les impôts, c'est pas gagner une bataille culturelle. Sous François Hollande, elle avait déjà été gagnée par la gauche. Non, c'est pas vrai parce que je pense qu'il les Français s'en souviennent. Il y a un impensé dans ce pays depuis un certain nombre d'années, c'est finalement le prix à payer des cadeaux fiscaux aux plus riches. Et quand je vous dis que c'est l'arbre qui cache la forêt, bien sûr, moi je regarde avec intérêt la petite surtaxe d'impôt sur les sociétés des très grandes entreprises, la petite hausse de l'impôt sur le revenu pour les très 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 riches. Donc je rassure les gens qui nous regardent, nous ce qu'on défend, c'est pour les 500 plus grandes fortunes qui ont multiplié par 2 leur richesse depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. C'est à eux qu'on devrait faire contribuer, plutôt que de faire contribuer aux Françaises et aux Français, d'une part, mais d'autre part aussi, d'un point de vue économique, d'avoir un risque de gréver l'économie. On l'a vu en Grèce, quand des énormes économies ont été demandées au gouvernement grec. Derrière, en fait, l'économie, elle n'a jamais repris son rythme normal. Alors, parce que c'était contracyclique, Michel Barnier, est-ce que vous l'avez interrogé sur ce risque de crise économique en France? Alors, Michel Barnier, il commence l'interview par ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je reprends ce qu'il a dit en Auvergne vendredi et sur le risque de crise financière. Il dit oui, si on ne fait rien, si on ne freine pas fortement la dette dès 2025, il y a un risque de crise financière du type de ce que nos voisins grecs, italiens ont pu connaître, et portugais ont pu connaître il y a quelques années. Donc, selon lui, il faut agir fortement dès cette année et revenir à un fonctionnement plus vertueux et de gestion des deniers publics, pour revenir dans un niveau de déficit plus acceptable d'ici 2029, puisque Michel Barnier négocie 2 ans supplémentaires que Bruxelles pourrait accorder à la France, de telle sorte qu'elle puisse revenir à 3% de déficit du PIB. Je rappelle que là, on dépasse les 6%. Sur la période récente, ça renvoie aux périodes de 2010 avec François Fillon, lorsque le déficit flirtait avec les 7%, 93 quand on flirte déjà avec les 6%, voire un peu avec Jean-Marc Ayrault qui poursuit la crise des subprimes, où là il y a une période assez difficile. Donc il le dit, si rien n'est fait, selon lui, c'est quasiment 7% de déficit très très vite d'ici 2025. Virginie ? Oui, c'est toujours très difficile parce que à trouver les équilibres en fait entre la finance, l'économie au sens strict et le politique. Et ce qui est acceptable aussi pour les opinions publiques. C'est cet équilibre, en fait, politique, opinion publique d'un côté et économie et finance de l'autre. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a des gens qui achètent notre dette. Et jusqu'à présent, les gens qui achètent notre dette, alors on ne sait pas toujours qui c'est, c'est des fonds de pension, c'est des pays, il peut y avoir pas mal d'opacité sur ces choses-là d'ailleurs, mais les gens qui achètent notre dette, il faut absolument qu'ils aient confiance dans notre économie. Et c'est pour ça que la France a toujours été finalement assez facile à acheter, si je puis dire, parce qu'il y a une confiance. Donc ça, c'est important. C'est aussi évidemment tout ce qui est agence de notation. On a été dégradé récemment, etc. Donc ça, c'est très important d'un côté. Là, il n'y a pas le choix. Il y a aussi une mondialisation, une ouverture des frontières. Enfin, le monde dans lequel on vit globalisé, qui n'est pas du tout facile à gérer. C'était beaucoup plus facile quand même dans les années 60-70. En plus, il y avait beaucoup de croissance. Mais en même temps, il faut aussi qu'ils répondent aux injonctions politiques. C'est-à-dire ne pas, évidemment, s'attirer les foudres du RN, d'LFI, du PS, etc. Bien entendu. Ça, c'est très important. Et aussi de ne pas trop mécontenter. Et c'est là où on peut peut-être avoir une sorte de saupoudrage. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive peut-être pas aux 60 milliards d'euros à voir, mais peut-être que c'est aussi cela. Parce un petit peu partout pour pas trop mécontenter... c'est-à-dire pour pas mécontenter complètement, on va pas faire vraiment une politique d'offre, c'est vraiment de demande. C'est un gros saupoudrage quand même, parce qu'à 60 milliards... Mais quand même, on va prendre un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, et donc finalement, voilà. Parce qu'il y a quand même ce travail d'opinion publique, parce que dans l'article, l'interview qu'a fait Bruno, ce qu'il dit aussi, c'est que
il est quand même parti pour durer. Il espère durer. Et donc aussi, il y a toute une méthode, effectivement, de co-construction, ce sont ces mots, avec les députés, où ils disent, OK, moi, finalement, j'ai fait ce que j'ai pu, je donne les idées. Maintenant, aux députés aussi, de venir un peu m'aider et avoir de l'imagination. Manon Aubry, vous allez lui donner l'opportunité de durer au Premier ministre ? Non, nous avons dit dès le début que nous déposerions une motion de censure pour plusieurs raisons. La première, c'est que le gouvernement de Michel Barnier n'est pas issu de la volonté populaire qui s'est exprimée dans les urnes, dans ces élections législatives, où non seulement le nouveau Front populaire est arrivé en tête, certes avec une majorité relative, mais est arrivé en tête. Et derrière lui, c'est aussi le Front républicain qui, lui, avait une majorité absolue. Et je crois que Michel Barnier n'est absolument pas le représentant de cela. Mais on va aussi le censurer parce que la trajectoire politique de ce gouvernement, avec un ministre de l'Intérieur qui remet en cause l'état de droit, avec un budget plus austéritaire que jamais, des services publics sacrifiés, n'est pas la trajectoire politique que nous souhaitons. Et l'ensemble du nouveau Front populaire a déposé une motion de censure qui sera examinée et votée mardi à l'Assemblée nationale. Et je crois que ce sera aussi un moment de clarification pour le pays, pour savoir qui finalement soutient ce gouvernement et ce coup de force antidémocratique, et qui est du côté de l'opposition et est prêt à préparer la suite. Et nous, je vous le dis, quoi qu'il arrive, on se prépare à gouverner à un moment ou à un autre, parce que... Mais sur cette motion de censure, est-ce qu'il a peur de cette motion de censure ? Est-ce que ça l'inquiète, le Premier ministre ? Est-ce qu'il a peur de tomber ? Oui, il répète à nouveau dans cette interview qu'il est dans la main du Parlement. C'est son Rassemblement national, surtout. Dans la main du Rassemblement national. Alors pour le coup, ça c'est faux, Madame Aubry, parce qu'il est autant dans les mains du Rassemblement national que vous. Dans la mesure, moi, je crois que c'est plutôt le Parti socialiste qui décide, si vous voulez. Arithmétiquement, si LFI et le RN essaient de renverser Michel Barnier, ça ne suffira pas. Non, Bruno Jeudi, vous savez... pense pas que vous ayez tous les mêmes intentions. Bruno Jeudi, mardi, le nouveau Front populaire, dans son intégralité, a déposé la motion de censure. Elle sera même, d'ailleurs, défendue par le Parti socialiste. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de risques mardi, puisque le Rassemblement national a annoncé qu'il ne voterait pas. Le Parti socialiste a annoncé depuis le début qu'il le censurait. Donc aujourd'hui, si ce gouvernement tient, c'est uniquement, et c'est arithmétique, avec le soutien du Rassemblement national. Et que vous avez d'un côté le nouveau Front populaire qui s'oppose à ce gouvernement, de l'autre une alliance des macronistes de la droite et du Rassemblement national, qui fait que la motion de censure n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire que... Mais ça ne peut marcher, de toute façon, ça ne peut marcher que si les extrêmes s'associent. Non, c'est pas vrai. Oui ou non. Mais c'est pas les extrêmes. Moi, Bruno Jeudi, je suis de gauche, je suis une porte-parole du nouveau Front populaire, qui d'ailleurs, en matière fiscale, ne propose pas un saupoudrage comme le fait Michel Barnier, mais plutôt d'avoir un remodelage de notre système fiscal, parce que je pense que le bricolage a ses limites. Et ce que nous défendons ensemble au nouveau Front populaire, c'est une alternative. Et la vérité, c'est que le Rassemblement national est devenu la béquille de ce gouvernement. Et je sais que c'est dur à admettre pour des républicains, pour des démocrates. Mais ce gouvernement, cet argument, arithmétiquement, c'est des mathématiques. Alors, Virginie Martin, s'il vous plaît, on va faire tourner la barre. Je termine juste là-dessus, si vous me le permettez. Si le Rassemblement national vote la motion de censure, alors ce gouvernement tombe. S'il ne vote pas, il ne tombe pas. Ce qui veut dire que le Rassemblement national va obtenir des choses et donc va assouvir son programme, y compris raciste, pour que, en échange, il ne censure pas ce gouvernement. C'est de la politique réaliste, la manière dont ça va se passer la semaine prochaine. Oui, simplement, si le Rassemblement national est si fort pour faire éventuellement tomber ce gouvernement, c'est si et seulement si le NFP lui sert de matelas déjà en lui donnant effectivement de la censure de quasiment 200 députés. Sinon, ça ne marche pas. Si le NFP ne dit pas, on peut lire les choses dans les deux sens par définition. Si le NFP ne donne pas tout de suite ses 190 et quelques députés en censure, le Rassemblement national ne peut rien faire avec ses 140 et plus ciotistes députés. Voilà, donc c'est mathématique aussi. Donc c'est un rapport de force. Après, il y a tout un storytelling qui est raconté, ici ou là, ça c'est certain. Mais n'empêche que mathématiquement, c'est comme ça que ça se passe. Alors on va parler des retraites. Pour économiser de l'argent, 4 milliards d'euros, le Premier ministre a envisagé de reporter de 6 mois l'indexation des retraites sur l'inflation. Ça n'a pas plu du tout à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Sophie Dupont était à leur côté à Nice aujourd'hui.
Oui, pour le Rassemblement national, c'est clairement non. Alors, si on refait le fil de l'histoire, jeudi soir, le Premier ministre a annoncé qu'il envisageait de reporter de 6 mois, du 1er janvier au 1er juillet, l'indexation des retraites sur l'inflation. Une mesure qui permettrait de faire 4 milliards d'euros d'économies. Mais à peine cette hypothèse émise, Marine Le Pen a réagi pour s'opposer à ce report. Je cite la patronne des députés du Rassemblement national. Décaler l'indexation des retraites, c'est voler à nos aînés des milliards d'euros de pouvoir d'achat. Je refuserai cette mesure, a-t-elle dit. Et quelques heures plus tard, le Premier ministre semblait rétro-pédaler, se disant ouvert à d'autres solutions. Alors, est-ce que Michel Barnier a infléchi sa position parce qu'il est, selon l'expression des Le Penistes, sous la surveillance du Rassemblement national? En tout cas, au RN, c'est ce que l'on veut croire, alors que le groupe laisse planer la menace d'une motion de censure et qu'il a fait de la défense du pouvoir d'achat une de ses lignes rouges. Un député du RN me confiait, ils ont le pouvoir, mais c'est nous qui avons véritablement la force. Le RN qui entend bien maintenir la pression sur l'exécutif lors de la constitution du budget, qui entend aussi dès demain, ici depuis Nice, lancer la campagne permanente. Objectif, être prêt dans 10 mois en cas d'une nouvelle dissolution, car selon le Rassemblement national, la situation ne pourra pas tenir comme ça pendant 3 ans. Alors après ce coup de pression du RN, coup de pression aussi de Laurent Wauquiez, dit-il, est-ce qu'il va faire marche arrière sur le report de la revalorisation des retraites? Alors d'abord, sur la forme, il ne répond pas directement à Marine Le Pen, il répond à Laurent Wauquiez. Il dit « J'ai Voilà. entendu ce qu'a dit Laurent Wauquiez ». Il en convient, il est prêt à faire une inflexion sur ce point-là, c'est-à-dire la question des 6 mois des pensions de retraite qui ne seraient pas indexées. Il est prêt à avancer sur cette question-là, mais il renvoie ça au débat parlementaire. Ils disent que Laurent Wauquiez et les parlementaires me proposent des solutions autres que celles que j'ai mises sur la table sur cette question-là. Donc, il renvoie là aussi au débat parlementaire, mais la ligne, c'est de bien récupérer ces 4 milliards d'économies sur ce point précis, puisque la totalité d'économies, c'est 60 milliards, donc 40 sur les dépenses. Donc, mais il prend soin, c'est vrai, dans sa réponse, de répondre à Laurent Wauquiez, pas à Marine Le Pen. Donc il veut pas refaire, il veut pas sans doute pour éviter qu'on dise qu'il est sous perfusion du Rassemblement national. Il veut pas revivre ce qu'il a vécu après les propos de son ministre de l'économie Antoine Armand et des contours de l'arc républicain. Donc, mais il y a un autre point où il fait pas une inflexion. On lui a demandé qu'est-ce qu'il en serait des autres prestations sociales finalement. Est-ce que ça allait bouger pour l'indexation sur l'inflation? Alors ça répond d'ailleurs à une question de Martine, une téléspectatrice qui nous demande est-ce que les prestations sociales vont baisser? Alors, il dit qu'elles seront revalorisées aux dates prévues, toutes les prestations sociales. Donc ça, c'est vrai que pour les gens qui s'interrogent à cette question, ça ne rentre pas en compte. Il n'y a que, finalement, la question des pensions de retraite sur lesquelles il veut bouger. Mais maintenant, c'est aux parlementaires de lui faire des propositions. Il veut bouger, mais il faut des nouvelles idées. Oui, et là-dessus aussi, il ouvre des pistes possibles sur les questions de fraude, d'une manière générale, des grands trafics aussi vraiment illégaux, etc. Ça, c'est aussi intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal, certainement d'argent à aller chercher là. Peut-être que l'erreur, on en parlait tout à l'heure, de l'acceptabilité et de l'opinion publique, peut-être que l'erreur aussi qu'il a faite, c'est peut-être de ne pas... de parler indifféremment de toutes les retraites, des tout petits retraités, des plus gros retraités. Alors les petites pensions quand même, là il le dit, les petites pensions, les minimums vieillesse, eux sont épargnés de toute façon par cette mesure. Mais c'est vrai, quand il en a parlé dans un premier temps, il avait globalisé, et donc pour les gens qui l'ont écouté ces derniers jours, il y avait l'idée que peut-être même le minimum vieillesse n'était pas... Virginie et puis Manon Aubry. Oui, et puis voilà, mais c'est vrai que rapidement, si on est à 1200, 1400, 1600 euros de retraite, sur 6 mois, ça fait à peu près 100, 200 euros de moins sur 6 mois. Ça peut vraiment peser lourd. Donc c'est peut-être un peu cette globalisation qui a été peut-être une erreur de communication. Et là-dessus, il y a deux, effectivement, pans, la politique qui sont compliqués à gérer pour lui. Évidemment, la gauche et la gauche de la gauche, mais aussi le RN. Parce que le RN a 2 clientèles électorales très importantes. D'abord, les plus pauvres, les plus précaires. C'est quand même là qu'il fait ses meilleurs scores, encore aujourd'hui. Mais il a aussi récupéré les petits retraités.
Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur la retraite, le RN doit se montrer très fort et ils sont en concurrence là-dessus sur une clientèle électorale, je suis désolée de le dire comme ça, avec évidemment tout ce qui est France Insoumise et la gauche de la gauche, ça c'est évident. Donc là, il y a aussi bataille, mais aussi acceptation et consentement à l'impôt, bien sûr. Sur les retraites, Manon Aubry, quand le Premier ministre dit je suis prêt à revenir sur cette idée de reporter cette revalorisation des retraites sur l'inflation, je sens là dans mon raisonnement que... Non, c'est ça. C'est ça. Votre phrase était correcte. Voilà, je suis prêt Vous voyez, on s'y perd avec leurs annonces, mais... à faire marche arrière si j'ai des meilleures idées. Vous avez des idées à lui donner ? Ah, j'ai plein d'idées. Il se trouve que 4 milliards d'euros, c'est exactement le montant de l'ISF version petite version. Et on voit que la réalité, c'est que ce gouvernement et Michel Barnier préfèrent faire la poche des retraités que de s'en prendre aux plus grands fortunés. Et donc, plutôt que de faire la poche des retraités, alors qu'on a déjà 2 millions de seniors qui vivent sous le seuil de pauvreté, Madame Aubry, il encore une fois, pourrait... il s'en occupe des plus grandes fortunes. Bruno Jeudi, est-ce qu'il a proposé de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, vous qui l'avez interrogé ce matin? Non, mais il a fait d'autres choix, effectivement. Et donc il a fait le choix des plus fortunés. Voici une proposition que je lui fais, plutôt que de s'en prendre aux retraités, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça rétablira de la justice fiscale, plutôt que de s'en prendre au pouvoir d'achat, des retraités à qui on s'en prend régulièrement. Je le disais, déjà plus de 2 millions de seniors qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je sais que mes propositions vous déplaisent, Bruno Jeudi, mais laissez-moi les exprimer. Laissez-moi les exprimer et je termine là-dessus, parce qu'on sait que... On les connaît, mais dans ce cas-là, il ne faut pas m'inviter si vous ne voulez pas que je fasse mes propositions. C'est la démocratie. Il est LR, vous êtes insoumis, donc il ne va pas faire l'ISF. Il va pas faire l'ISF, ça paraît un peu... Il se trouve que... Déjà, je vais vous dire un truc. C'est quand même un Premier ministre de droite, il augmente les impôts. Moi, je trouve ça bizarre. Mais il a fait un choix politique. Peut-être qu'on est en train de gagner la bataille culturelle d'une part, et d'autre part, il se trouve par exemple que le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune est très majoritaire dans l'opinion publique française. Toutes les enquêtes d'opinion démontrent que c'est entre 70 et 80% des Français qui y sont en faveur, et je pense que c'est bien plus souhaitable que de s'en prendre aux retraités qui ont subi, on a presque oublié, mais déjà la hausse de la CSG. C'est assez régulier qu'on s'en prenne aux retraités. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a peur que les plus riches partent de France. Mais ça fait partie des très mauvaises propositions auxquelles on réfléchit régulièrement en se disant on va faire tranquillement la poche des retraités en pensant que ça va pas mettre le pays en ébullition. Moi, j'appelle le gouvernement à venir vivre avec un minimum, avec une petite retraite dans n'importe quel coin de France, et vous verrez ce que c'est aujourd'hui de vivre, ou plutôt de survivre face au coût de la vie, de réfléchir à 2 fois au moment où on va faire ses courses, ce qu'on achète, se priver de petits plaisirs du quotidien. Je pense aux retraités. Non, juste on va faire circuler la parole si vous voulez. Je voudrais écouter Virginie. Pourquoi il ne le fait pas? Alors, déjà, juste un petit retour en arrière, c'est toujours... je trouve que souvent, même si dans son interview qu'a fait Bruno avec le Premier ministre, il parle de ne pas toucher au travail, je trouve quand même qu'il y touche. Et il touche plus peut-être au travail qu'au capital. Et ça, je trouve que c'est toujours un petit peu problématique, parce que finalement, que ce soit du côté de la retraite ou des très hauts salaires, c'est que ce sont quand même des salaires qui sont liés au travail généralement et qui ne sont pas liés au capital. Ce ne sont pas des gens qui gagnent de l'argent en boursicotant toute la journée ou en misant sur ceci ou cela. Et ça, je trouve quand même qu'à chaque fois, la France peut-être se trompe un petit peu, et c'est toujours finalement ce qu'on peut capter le plus facilement qu'on va aller chercher, c'est-à-dire tout simplement ceux qui travaillent, que ce soit ceux qui ont travaillé ou ceux qui ont des petits salaires ou des salaires classe moyenne ou des très très gros salaires. Ça, je trouve que c'est un problème. Après, évidemment, on sait bien aujourd'hui que de toute façon, on l'a déjà dit sur ce plateau à plusieurs reprises, dans un monde super globalisé, mondialisé, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, de toute façon, ont des appels d'offres énormes à l'étranger. Ils peuvent partir dans la seconde, de toute façon. C'est pas très compliqué. C'est toujours un petit coût personnel, familial, etc., d'organisation, évidemment. Mais simplement sur le travail, c'est pas très compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut toujours... C'est un jeu d'équilibre, c'est très compliqué. Moi, je trouve que le détail de l'interview est vraiment très intéressant en plus, parce qu'on voit vraiment... c'est une espèce de mikado. Quand on touche ici, pouf, là, ça s'écroule. Quand on touche ça, pouf, là, ça s'écroule. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça, en fait, le génie d'un bon budget, c'est celui-là. Et moi, je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est pas la question du Mozart de la finance ou du Tocard de la finance, je n'en sais rien de ça. Mais il y a eu aussi
Le Covid, ça n'explique pas tout, ça explique 25%. Il y a eu aussi une dette qu'on a fini par payer, enfin des intérêts de la dette qu'on a fini par payer plus cher. Il y a eu aussi le coût de l'énergie, et je n'excuse en rien le gouvernement Macron, Le Maire, c'est pas mon problème. Mais n'empêche que tout ça, ça aussi on l'a beaucoup payé. Les collectivités locales et l'État a payé très cher des coûts de fonctionnement absolument énormes liés à l'énergie. Après, on oublie un peu facilement, je trouve, et encore une fois, je ne fais pas un blanc-seing et je ne prosterne pas devant le bilan de Bruno Le Maire, ça serait quand même bizarre. Mais c'est vrai aussi qu'on oublie, par exemple, qu'il n'y a plus de chômage de masse. C'est quelque chose dont on en a parlé dans les années 80, 90, 2000, 2010, on parlait de ça nuit et jour. Et maintenant, on n'en parle plus et on trouve ça normal. Donc si ça a pu un peu réduire, mais pas suffisamment le chômage de masse, parce que ça aurait dû la réinjecter, de l'argent dans l'économie. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas revenues. Et là, oui, en effet, il y a eu des cadeaux aux entreprises, et les entreprises n'ont sûrement pas assez joué le jeu du réinvestissement. Et ça, c'est un gros problème. Alors, il nous reste 2 minutes. Manon Aubry, c'est vrai qu'il y a eu cette information dont vous avez parlé à un moment du prix de l'électricité. Information du Parisien, le gouvernement prévoit d'augmenter les taxes sur l'électricité au-delà de ce qui était prévu par l'exécutif précédent. Est-ce que c'est une forme d'impôt caché, ça ? Je pense que c'est une bombe à retardement social que de s'en prendre aux factures d'électricité des Françaises et des Français alors qu'on va entrer dans l'hiver, qu'en plus il fait déjà assez froid un peu partout en France, et que il y a des millions de Français qui vont se retrouver à devoir se poser la question d'allumer ou non leur chauffage, de quelles sont les conditions pour faire à manger. Et de nouveau, vont être les plus victimes ceux qui vivent dans des passoires énergétiques, alors que le budget pour agir contre les passoires thermiques fait partie des budgets en plus qui sont amputés dans le projet de budget du gouvernement. Donc, vous voyez, on risque d'avoir un cercle vicieux qui est une véritable bombe à retardement social, alors qu'on se souvient tous, les dernières années, on a déjà eu nos factures d'électricité qui ont beaucoup augmenté. On sait si ça va toucher tous les Français, cette augmentation de taxes sur l'électricité ? Je ne sais pas. Alors, non, si c'est la TICPE qui est la taxe sur l'électricité, oui. C'est une taxe qui concerne toutes les factures d'électricité, donc elle est payée par tous les Français. Ça fait partie de ce qu'on appelle les recettes de poche sur lesquelles Bercy peut appuyer. C'est une augmentation qui est dans l'air depuis un certain temps. Dans les réunions préparatoires au budget, ça a été évoqué sans être confirmé par le Premier ministre ni par le ministre des comptes publics. Virginie. Oui, et l'électricité, de toute façon, devrait quand même mécaniquement baisser. Donc, à voir aussi où est-ce qu'on atterrit avec une taxe un peu plus haute et une électricité nette qui finit par baisser. Voilà, ça aussi, c'était la chose que... Voilà, et Matignon nous dit un ce niveau soir très que haut tous les déjà. ménages ne seront pas concernés, donc on aura des informations supplémentaires. Complémentaires. Je voulais juste... En co-construction. Je voulais juste réagir à ce que vous disiez, Virginie. Oui, c'est vrai, le prix de base d'électricité Voilà, qui était c'est au ça. plus haut risque Oui. de rebaisser un peu, mais en gardant en tête qu'il était au plus haut. Bien sûr. Donc, si on le maintient à ce niveau-là, voire même qu'il augmente un petit peu, sachant qu'on est dans des tarifs assez historiques, c'est pas rare que des familles, des ménages aient eu des factures d'électricité à 100, 150 euros par mois. Vous rajoutez ne serait-ce que 10 euros, en fait, c'est énorme sur un budget. Et dans des budgets extrêmement contraints, quand le 15 du mois, le 20 du mois, vous êtes déjà dans le rouge, ces 10 ou 15 euros, ils peuvent faire très mal. Et je pense que le gouvernement prend un énorme risque en faisant ce choix-là. Et de nouveau, pour cajoler quelques très fortunés, on va faire la poche de tous les Français. Je pense que c'est une considérable erreur. Bruno, je vous pose la même question qu'à Manon Aubry. Est-ce que finalement c'est une forme d'impôt caché d'augmenter C'est-à-dire prix de que l'électricité. dans la fiscalité française, qui est un maquis extrêmement compliqué, vous avez l'impôt sur le revenu, bon, qui est payé par la moitié des Français, puis après vous avez toutes les taxes qui sont souvent payées par beaucoup plus de Français que les seuls impôts sur le revenu. Par exemple, la TVA, ça touche tout le monde, les taxes sur l'énergie, sur les carburants, ça touche tout le monde, enfin l'électricité forcément tout le monde, un carburant pour ceux qui ont des voitures. Donc oui, et souvent les gouvernements successifs depuis des années, gauche, droite, centre, ont plutôt eu l'habitude d'appuyer sur cette touche-là, qui est plus simple, surtout que la touche de l'impôt sur le revenu,
c'est assez compliqué. Elle ne touche pas tous les Français. Et là, on voit bien que le souci de Michel Barnier, c'est de ne toucher dans ceux qui payent l'impôt sur le revenu que vraiment les plus fortunés, pour reprendre le mot du ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, et pas ceux qui payent l'impôt sur le revenu, parce que évidemment, c'est une manière de tirer les leçons de ce qu'avait fait Jean-Marc Ayrault, qui avait dit que 9 Français sur 10 seraient épargnés par les hausses d'impôts. Or, à l'arrivée, ça a été beaucoup plus que ce qu'il avait lui-même annoncé. Merci beaucoup. Merci Bruno. Jeudi, interview du Premier ministre à retrouver dans la Tribune dimanche dès demain matin. Merci à vous trois. Merci Manon Aubry. Bonne soirée. Et merci d'être venu sur le plateau de Week-end Direct. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler de la situation au Proche-Orient et ces échanges tendus ce soir entre la France et Israël.